اليوم ننطلق في اللقاء العلمي الثاني لسنة 2025 لمخبر بحث حول البيوجغرافيا وعلم المناخ التطبيقي ودينامية البيئة بيكاد، اللي حط وضع استراتيجية أنه ينظم لقاءات علمية دورية يقع فيها أساسا تقديم البحوث الأكاديمية بالدرجة الأولى رسائل الدكتوراه، ويمكن أن تكون كذلك رسائل ماجستير، ويمكن أن تكون كذلك أبحاث أخرى منشورة اللي أصحابها يروا فيها أهمية خاصة وطرف. والهدف من هذه اللقاءات هو افتتاح الجامعة على المحيط باش الأبحاث متاعنا ما تبقاش محصورة في أسوار الجامعة، ويطلع عليها من خارج الجامعة من ذوي الاختصاص أو من ذوي الاهتمام أو ممن يرون أن في ذلك استفادة من الأبحاث الأكاديمية. إذن أعتقد أن هذا هام جدا باش نفتحوا على العالم الخارجي كما قلت خارج أسوار الجامعة من أجل التعريف بالأعمال المبتكرة والطريفة والتي فيها إضافة في تونس، خاصة في المجالات الجغرافية ومجالات الأبحاث اللي نقوم بها. في الحصة الفارطة قدمنا كتاب مناخ تونس، وهو مؤلف جماعي أشرفت على تنسيقه الأستاذة لطيفة هنية. قدمنا حضوريا في السابق محاضرتين للأستاذ جون ماري موساك وأخرى للأستاذ عبد الملك السلوي من المغرب، واليوم مروا إلى تقديم أطروحة جديدة هي أطروحة الدكتور نور بن حمودة. وكما قلت الأطروحة هذه هي أطروحة دكتوراه وقع عددها في إطار تأطير مشترك بين جامعة فرنسية وجامعة تونسية. وسوف أحيل كلمة لزميلي الأستاذ عمر الفهري الذي كان المؤطر الثاني كونكادرور لهذه الأطروحة ليضع هذه الأطروحة في إطارها، ثم بعد ذلك نحيل الكلمة للأستاذ الدكتور نور بن حمودة لكي يقدم لنا أهم نتائج هذا البحث القيم، وفيما بعد تحال كلمة للمشاركين لتبادل الأفكار أو لطرح أسئلة أو للنقاش، ونحاول أن نختتم في خلال ساعة من الآن. سي نعمل الفهري كان تسمح نحل لك الكلمة باش تقدم لنا تظن الأطروحة هذه في إطارها. لك الكلمة. شكرا سيد حبيب. تحياتي مجددا لكل الإخوة المشاركين في هذا اليوم العلمي، وتمنياتي لكم جميعا برمضان مبارك. بما أن الأطروحة متاع سينور أنجزت بالفرنسية وكذلك مداخلته بعد حين ستكون بالفرنسية، سأتولى كذلك تقديم الباحث وأطروحته في بعض الدقائق بالفرنسية كذلك لو سمحت. Alors, si Nour Ben Hamouda est un chercheur en didactique, il est expert en éducation. Il a en la matière plus de 35 ans d'expérience. Il s'est spécialisé dans l'innovation pédagogique et éducative inclusive essentiellement. Maintenant, il est à la retraite, mais il continue certainement à faire des recherches dans son domaine de compétences. Pendant plusieurs années, il a été chef de l'unité des études et des recherches et de l'innovation au sein du Centre national de formation et de perfectionnement, dépendant du ministère de l'Éducation nationale, notamment entre 2019 et 2022. Et il a dirigé et contribué à la direction de plusieurs projets de recherche sur l'innovation pédagogique en Tunisie. Il a produit plusieurs rapports de recherche et
incluant des recommandations pour la politique éducative nationale. Et surtout, il a fait une carrière d'inspecteur pédagogique, chercheur en même temps au sein du ministère de l'Éducation. Il est titulaire de 2 masters, un master en technologie éducative en 2012 à l'Université de Tunis, et puis un deuxième master en didactique de la géographie en codirection entre l'Université de Tunis et l'Université de Caen Normandie. Et finalement, il est, depuis novembre 2023, l'auteur, bien le titulaire d'un doctorat en didactique de la géographie pour une thèse intitulée Paysages et problématisation géographie scolaire, conceptualisation et formation des enseignants en Tunisie. C'est une thèse dont j'ai eu l'immense honneur de co-diriger avec mon collègue Jean-François Temil et qui a été soutenue, je ne me rappelle plus la date exacte, Nour, c'était au mois de novembre 2023. Oui, c'est ça. Je dirais quelques mots à propos de la thèse pour l'introduire et on écoutera les détails par la suite. En fait, la thèse de Nour Ben Hamouda répond à une question très intéressante qui concerne, si vous voulez, la posture de la géographie dans l'enseignement de base, en l'occurrence dans le primaire en Tunisie. Et elle répond à une question très importante, comment, si vous voulez, faire sortir les pratiques enseignantes en géographie dans l'enseignement de base, et comme j'ai dit, surtout dans le primaire, d'une logique, disons, basée sur la mémorisation d'informations vers des pratiques enseignantes problématisées. 2 points forts à mes yeux dans cette thèse. D'abord, la grande rigueur méthodologique avec laquelle Nour a mené sa recherche, et ça a été très bien soulevé, et la plupart des membres du jury avaient insisté sur cet aspect, dans la mesure où l'auteur se soucie constamment d'être précis en exposant sa démarche. Cela dénote d'une grande expérience, je crois, dans le domaine de la pédagogie, de la didactique, et surtout aussi de ses grandes qualités intellectuelles et réflexives. Deuxième point très intéressant dans cette recherche, c'est que l'auteur, en fait, adopte une démarche méthodologique mixte et variée, basée sur un certain nombre de points. J'insisterai sur les principaux points à mes yeux. D'abord, les analyses bibliographiques, et cela ressort à travers une très longue, en fait, liste bibliographique que l'auteur fournit à la fin de son document. On a plus de 28 pages de bibliographie, et cela montre donc une grande capacité d'assimilation de la littérature afférente à son sujet de thèse. Deuxième point, il a élaboré un intéressant recueil de représentations qu'il évoquera certainement tout à l'heure. Il a construit un scénario de journée de formation avec les inspecteurs de l'enseignement primaire et surtout, il a élaboré des questionnaires et des entretiens avec les élèves et leurs enseignants dans un contexte qui n'était pas forcément très facile. Je rappelle que le déroulement de la thèse coïncide en fait avec la pandémie du Covid-19. Ça n'a pas rendu facile la tâche de nous. Alors, et surtout aussi, un point très important dans cette thèse, Nour a procédé au dépouillement et à l'évaluation des manuels scolaires de géographie. Il a dépouillé 31 manuels. Les résultats seront certainement abordés par lui-même tout à l'heure. Alors, tout au long de la démonstration, Nour garde un œil critique sur sa démarche, et ce, en tenant à chaque fois
que cela fut nécessaire à soulever ses limites, voire dans certains cas ses biais. Alors, pour ne pas être très long, je crois que l'œuvre de Mouda constitue une recherche remarquable et une contribution très intéressante à la bibliothèque géographique francophone d'une façon générale et tunisienne en particulier. Et donc, je l'encourage en fait, encore une fois, je l'avais souligné le jour de la soutenance et je ne cesse de lui répéter cela. Il faut maintenant essayer de valoriser les résultats de ce travail sous forme de publication et je crois qu'il est en train de le faire. Donc, sans plus tarder, je vous cède la parole, Monsieur le Président, Sidi Habib, pour écouter par la suite Sidi. Alors, chers collègues, je vous présente aujourd'hui mes travaux de recherche portant sur la problématisation du paysage dans l'enseignement de la géographie au primaire en Tunisie. Cette recherche s'inscrit dans un contexte où la géographie scolaire, qui fait face à des défis majeurs, tant sur le plan didactique que sur celui de la formation des enseignants. À titre d'exemple, au cours de cette recherche, j'ai rencontré des enseignants du primaire n'ayant reçu aucune formation initiale en géographie, à part celle de leur parcours primaire et leur parcours collège et secondaire, et n'ayant jamais eu l'opportunité d'en suivre dans le cadre de la formation continue, malgré plus de 30 années d'expérience en classe. Ce sont pourtant eux qui assurent le premier contact des élèves tunisiens du primaire avec la géographie. Alors, la recherche s'est appuyée, entre autres ressources, sur l'Atlas paysager de la Tunisie. Ce n'est pas un document académique, certes. J'allais dire que c'est un document de vulgarisation, mais il constitue, à mon sens, un outil fondamental sur le plan didactique, qui, en découpant le territoire en 14 zones paysagères distinctes, offre un cadre de référence local particulièrement riche. Cette ressource, typiquement tunisienne, vient compléter les cadres théoriques qui restent malheureusement peu nombreux dans le contexte national. On va le voir tout à l'heure. Mon propos s'articulera autour de 5 axes principaux qui reflètent la complexité systémique de notre objet d'étude. D'abord, les concepts, les cadres théoriques mobilisés, le contexte tunisien de la géographie scolaire, le processus de recherche adopté, les acteurs impliqués, les contraintes et les limites de cette recherche. La recherche s'articule autour de 3 concepts majeurs qui forment un cadre théorique assez cohérent. Le cadre de référence didactique, d'abord, la problématisation. Alors, la problématisation selon Fabre, selon Michel Fabre et selon Christian Range, constitue le socle de notre approche pédagogique. Elle vise à placer l'apprenant au centre de ses apprentissages à travers 3 dimensions essentielles: la position du problème, c'est-à-dire l'identification des enjeux et des questionnements, la construction du problème, analyse des relations et interactions, et enfin la résolution du problème, élaboration de solutions argumentaires. Cette démarche est également centrale dans la formation des enseignants, associée à ce qu'on appelle l'analyse de leurs pratiques professionnelles. Le deuxième concept, il est un concept géographique, c'est le paysage. Le paysage représente un concept clé dans notre étude, particulièrement présent dans les manuels scolaires. Notre approche s'appuie sur les travaux de Berck et Sgart, enrichis par l'Atlas paysager de la Tunisie, permettant une contextualisation des apprentissages, une approche systémique des paysages tunisiens, un support concret pour la formation des enseignants.
L'entrée paysagère pour la géographie scolaire est considérée comme porteuse de sens pour l'apprenant, facilitant ainsi la problématisation. Il y a le concept didactique qui est la didactique professionnelle, selon les apports de Mauban en 2009 et la problématisation fonctionnelle d'Orange. Ce concept met l'accent sur les contraintes empiriques du terrain. Un enseignant observe que ses élèves ont du mal à conceptualiser les échelles spatiales, qu'ils confondent souvent les cartes thématiques avec les cartes topographiques et qu'ils peinent à faire le lien entre les phénomènes étudiés, comme l'urbanisation, et leur environnement quotidien. De plus, certains élèves n'ont jamais voyagé hors de leur région. La nécessité construite dans la pratique. Alors, pour répondre à ces défis, l'enseignant développe des solutions pratiques. Il peut utiliser Google Earth pour voyager virtuellement et comprendre les échelles. Il fait réaliser aux élèves des croquis de leur quartier pour partir du connu vers l'inconnu. Il peut organiser des sorties de terrain dans la ville pour observer concrètement les concepts d'aménagement urbain. Il y a aussi l'articulation entre le registre empirique et le registre des modèles. Donc, c'est l'enseignant qui fait dialoguer le registre empirique, les difficultés réelles des élèves à lire les cartes et à comprendre les échelles. Le registre des modèles, les théories sur la construction progressive des repères spatiaux et la démarche systémique en géographie. Par exemple, pour enseigner le concept de métropolisation, il part d'observations concrètes de la ville proche, à partir des commerces, des transports, des services, pour aller vers le modèle théorique de la ville globale en passant par des études de cas à différentes échelles. Alors, il reste enfin les objets didactiques à conceptualiser. Dans ce cadre théorique, 2 objets didactiques majeurs sont à considérer. Le premier, c'est la géographie scolaire et le deuxième objet, c'est l'humanisme scolaire. Et puis, l'apport de cette thèse, c'est qu'elle a abouti à la construction d'un concept émergent qui est le paysage problématisé. De cette triangulation théorique émerge le concept de paysage problématisé, bien que son évolution dynamique dans le cadre du champ conceptuel ne soit pas immédiatement vérifiable. Nous pouvons en proposer une définition provisoire. Je cite, « Le paysage problématisé est une approche de la géographie scolaire qui vise à ancrer des pratiques paysagères écologiques et à stimuler la compréhension de la relation entre l'homme et le paysage. C'est un concept multidimensionnel intégrant des aspects écologiques et didactiques avec des enjeux théoriques, méthodologiques, sociaux et citoyens. » Fin de citation. Alors, le contexte éducatif et institutionnel de la géographie scolaire en Tunisie souffre actuellement d'une image sociale réductrice, étant perçue comme une discipline de pure mémorisation qui ne sert pas à grande chose à part la note, disaient les élèves dans leurs entretiens. Cette perception contraste fortement avec son potentiel réel d'analyse et de compréhension des enjeux territoriaux et se traduit par un manque de débouchés perçus dans la mesure où, sur le plan social, la géographie est malheureusement associée au chômage. L'évolution des approches pédagogiques en géographie scolaire. On a vu l'enseignement de la géographie en Tunisie a connu de réformes majeures. La première réforme est celle de Charfi en 1991, qui a introduit une approche paysagère dans la géographie scolaire, et la réforme de 2002, qui est toujours en vigueur, qui instaure l'approche par compétences, qui place l'élève, je cite, au centre de l'action éducative,
fin de citation, en développant, je cite, la capacité de résolution de problèmes, l'adaptation au contexte, la prise d'initiative, le travail en groupe, la compréhension de la spatialisation, l'esprit de relativisation, la citoyenneté et les valeurs humaines. Fin de citation. Et la citation est prise des programmes officiels. Alors, il y a des défis structurels persistants. Plusieurs obstacles entravent la modernisation de l'enseignement géographique. Un manuel scolaire unique devenu obsolète. Je ne vous ajoute rien en vous disant qu'il date depuis 2003. On est en 2025. Particulièrement dans son traitement des problématiques paysagères. Des enseignants du primaire polyvalents et multidisciplinaires, il n'y a pas de spécialisation en primaire, qui ne sont pas spécialistes donc, exprimant un besoin urgent de formation en géographie, notamment pour aborder les questions environnementales contemporaines. Un champ de recherche en développement, les travaux de recherche sur la problématisation en contexte tunisien restent très limités en géographie, mais comprennent quand même une thèse en didactique des sciences de la vie et de la terre de Madame Najehi en 2011, un mémoire de master en didactique de la géographie de moi-même en 2019. Alors, c'est le seul travail tunisien que je connaisse en didactique de la géographie qui s'adosse sur la problématisation. Cette analyse du contexte révèle un décalage entre le potentiel de la géographie comme discipline d'analyse et de compréhension du monde et sa perception actuelle comme matière de mémorisation, soulignant l'importance d'une rénovation des approches pédagogiques. Le processus méthodologique, M. Fehri en a parlé tout à l'heure, je donne encore quelques détails. La démarche, elle était une démarche évolutive. Elle s'est structurée autour de deux questions fondamentales. Je cite, l'approche paysagère constitue-t-elle l'entrée appropriée pour la problématisation de la formation des enseignants de géographie au primaire dans le contexte tunisien? Deuxième question de recherche, quelle approche formative et quelle ingénierie de formation subséquente favoriserait la modélisation de la problématisation en formation? Fin de citation. Suite aux investigations théoriques, ces questions ont mené à deux hypothèses. Première hypothèse, je cite, l'approche paysagère constituerait l'une des entrées les plus appropriées pour la problématisation de la formation des enseignants. Deuxième hypothèse, l'approche collaborative en formation, incitant à une posture réflexive, favoriserait la modélisation de la problématisation. Fin de citation. Alors, la démarche s'est caractérisée par une adaptation constante aux contraintes sanitaires, mais aussi administratives et logistiques. Alors, nous avons essayé de respecter au maximum l'écosystème scolaire local sans forcer les changements d'habitude pendant l'expérimentation. Il y avait eu une transparence méthodologique illustrée par l'analogie entre partition jazz et partition classique. La partition classique, elle est très formelle en musique, alors que dans la partition jazz, on a des champs de manœuvre qui sont tolérables. Et puis, il y a un signalement systématique lors du parcours de la thèse des obstacles, des insuffisances, des anomalies et des biais. Nous avons procédé à une analyse documentaire bimodale. Il y a eu une phase exploratoire et analytique, une approche chronologique pour révéler les études récentes et l'évolution de l'état de l'art,
ainsi que l'évolution surtout des manuels scolaires, il y a eu une phase synthétique avec une approche thématique et utilitaire. Et puis la phase la plus importante, c'est la triangulation du matériau. Notre approche qualitative s'est enrichie d'un croisement entre données qualitatives et quantitatives avec une hiérarchisation claire. Premièrement, prospection quantitative. Deuxièmement, exploration qualitative. Troisièmement, croisement compréhensif. Le matériau se compose de matériaux principaux, les manuels et supports didactiques de différentes époques scolaires. Observation de classes ciblées suite à la formation discernée. Entretien approfondi avec les enseignants et les élèves. Et puis questionnaire thématique. Il y a eu quelques matériaux accessoires complémentaires, des entretiens complémentaires à propos des concepts clés avec des personnes ressources. Je cite notamment Madame Marguerite Alté, qui constitue l'icône francophone de l'analyse des pratiques professionnelles, et Jean-François Témine, mon directeur de thèse français, qui constitue une référence française de la didactique de la géographie. Donc, je disais qu'il y avait deux types d'acteurs. Il y avait les interlocuteurs directs, qui étaient les enseignants, les élèves, les inspecteurs. Et puis, il y avait des interlocuteurs indirects, qui étaient les directeurs des établissements et les assistants pédagogiques. Alors, par rapport aux enseignants, il y avait l'engagement d'environ 150 enseignants impliqués, dont 7 se sont portés volontaires pour assurer des leçons d'observation. La participation des enseignants s'est manifestée à plusieurs niveaux. D'abord, en amont de l'étude, il y avait eu des échanges informels lors des visites de terrain, des interactions avec leurs encadrants pédagogiques, en l'occurrence les inspecteurs, et puis les relations sont facilitées par la posture institutionnelle du chercheur. À l'époque, j'étais en poste fonctionnel dans une administration centrale du ministère de l'Éducation, donc j'avais un carnet d'adresses bien fourni. Pendant l'étude, à travers leurs contributions, il y avait eu une participation aux activités de formation, il y avait eu une implication dans les entretiens, il y avait eu des réponses aux questionnaires et il y avait eu une collaboration lors des leçons d'observation. Les élèves aussi, ils ont participé activement et significativement à travers leur participation aux leçons d'observation, à travers leurs implications dans les entretiens collectifs, leurs réponses aux questionnaires, leur capacité à problématiser les questions paysagères. La conduite des entretiens, qui est une question assez sensible sur le plan méthodologique, avec les enseignants, il y a les contraintes du cadre institutionnel exigeant la présence d'un représentant, c'est-à-dire l'inspecteur ou le directeur, mais cela constitue en même temps un biais. Donc, nous avons adopté des entretiens standardisés, semi-directifs, pour garantir la neutralité. Et sur terrain, nous observons une plus grande liberté d'expression, c'est-à-dire que l'encadrant pédagogique n'est pas toujours présent. Il est rarement présent, j'allais dire. Avec les élèves, l'attention particulière pour éviter d'influencer leurs réponses, une utilisation d'entretiens standardisés également, semi-directifs, et la présence du chercheur pour maintenir le cap de l'entretien, parce que ce n'est pas le chercheur qui réalise l'entretien avec les élèves, mais c'est leur enseignant. Alors, la richesse des interactions pédagogiques, la formation a révélé des moments d'intense émotion lors de l'activité projective. Je vais décrire un peu tout à l'heure le déroulé de la formation. Des expressions personnelles riches sur le paysage perçu, vécu, senti et imagé. L'observation a mis en évidence un phénomène d'isomorphisme,
Isomorphisme en formation, c'est-à-dire que l'on observe sur terrain, en classe, ce que nous avons pratiqué avec les enseignants lors de la journée de formation ou lors du moment de formation. Une distanciation critique par rapport aux ressources, un rapport complexe au paysage entre concepts et supports visuels. Et là, cela est dû à la traduction arabe du terme paysage qui est al-mashhad. Et puis, il y a une confusion conceptuelle dans l'esprit des enseignants entre al-mashhad al-jagrafi ou al-mashhad en tant que support didactique utilisé en classe. Les limites identifiées, donc nous avons noté deux insuffisances majeures. D'abord, l'absence des élèves maîtres dans le dispositif. Les élèves maîtres, ce sont les étudiants de la licence en éducation et en enseignement qui sont censés, après l'obtention de leur diplôme, devenir des enseignants. Donc, on a essayé d'intégrer ces étudiants-là dans le dispositif, mais les contraintes sanitaires surtout nous ont empêché de le faire. Il y a une limitation de l'aspect participatif qui demande plusieurs va-et-vient. Donc, justement, à cause de ces contraintes sanitaires, il y a eu quelques aspects participatifs, mais qui sont assez limités à mon sens. Donc, cette configuration d'acteurs, malgré ces contraintes, a permis une riche collecte de données et une analyse approfondie des pratiques pédagogiques en géographie. Bon, alors concernant l'organisation spatiale de l'étude, le terrain de recherche se caractérise par un éclatement spatial qui reflète l'équité territoriale des opportunités, s'articule avec les différentes unités paysagères tunisiennes, sachant qu'il était logistiquement impossible d'assurer la couverture des 14 zones paysagères du territoire tunisien. D'ailleurs, l'étude ne vise pas une validité statistique, elle s'inscrit plutôt dans un paradigme compréhensif et une méthodologie qualitative. Nous avons opté des représentations territoriales justifiées au nord-ouest Tibar, au nord-est Metlin et Nahli, au centre-ouest Nasrallah à Kerouan, au centre-est à Manzel Nour à Moknin, au sud-est Metouia à Gebs et au sud-ouest Jemna à Kebili. La contextualisation paysagère en formation, il y a eu des moments forts de la formation, un exercice projectif illustrant le rapport conscient et inconscient avec le paysage et d'une manière générale l'espace vécu, perçu et ressenti, l'exploration des bruits des éoliennes dans le contexte de la mise en œuvre du paysage multisensoriel, l'exploration de l'impact paysager, sanitaire, foncier et environnemental des éoliennes de Bourj Salhi. Vous le savez certainement, c'est une localité où la plupart des habitants sont des sourds-muets. Donc, et la STEG, elle a profité de la situation pour installer ces éoliennes dans cette localité. Alors, face à la diversité des paysages, nous avons adopté une approche équilibrée en formation. Nous avons maintenu une constante scénaristique dans la formation et nous avons introduit des variantes paysagères locales comme enrichissement. Exemple, alors que la problématique des éoliennes a été maintenue comme fil conducteur à Metlin, parce que Metlin se trouve à proximité d'un champ éolien, nous avons intégré l'étude du pôle chimique de Ranouch dans le paysage oasien du sud-est, illustrant ainsi une adaptation au contenu et aux réalités locales tout en conservant la même démarche pédagogique de la formation des enseignants.
Il y a eu bien évidemment les contraintes temporelles dont a fait allusion tout à l'heure M. Fehri. Alors, les défis temporels se sont manifestés à plusieurs niveaux. D'abord, dans les leçons d'observation, il y avait de la part des enseignants une volonté constante d'exhaustivité, faisant dépasser ou éclater une leçon de 45 minutes à plus d'une heure, 15 à 30 parfois. La question du temps nécessaire à la problématisation parce qu'elle implique des questionnements, des débats et des recherches. Et puis, il y a eu des contraintes institutionnelles, réduction du temps consacré à la géographie, mise à l'écart de la discipline en période de crise. Donc, lors de la crise sanitaire, par exemple, dernièrement, la discipline qui a été mise à l'écart, c'est l'histoire et la géographie. Dans la dimension réflexive pour les enseignants, réflexivité pendant et après la formation, réflexivité autour des prestations en classe. Et pour le chercheur formateur, il y a eu une adaptation au contexte et aux contraintes, il y a eu une évolution des concepts. Pour le cadre temporel de la recherche s'est déroulée sur 4 années, marquée par 2 années neutralisées par la crise sanitaire, les années 2020-2021, donc impossible de se déplacer. L'impact des mouvements sociaux dans l'éducation nationale, vous vous souvenez très bien de la rentrée 2022-2023, où quelques classes n'ont commencé à travailler qu'en début du mois de décembre. Et puis la conjugaison avec une activité professionnelle jusqu'en novembre 2022. Ces dimensions spatiales et temporelles ont significativement influencé le déroulement de la recherche, nécessitant une adaptation constante de la méthodologie et des approches pédagogiques. Cette flexibilité a permis de maintenir la cohérence de l'étude malgré les contraintes rencontrées. La conclusion par rapport aux apports et perspectives de la recherche. Alors, du paysage problématisé à la didactique de la géographie, notre recherche a permis d'ouvrir un champ de combinatoire conceptuel dans la didactique de la géographie. Elle a permis aussi d'identifier les limites actuelles du manuel scolaire, réduction du paysage à un simple inventaire, faible exploration des problèmes socialement vifs. Représente une voie possible sans être exclusive ni unique. Elle nécessite de clarifier la confusion entre le paysage comme concept et comme support visuel. Les facteurs favorisant la problématisation, 2 éléments clés émergent. Le sentiment de compétence disciplinaire chez l'enseignant, d'où la nécessité de la formation continue, le rapport au métier dans sa dimension psychologique. L'établissement de bonnes pratiques formatives, nos travaux ont permis d'identifier plusieurs recommandations essentielles. D'abord, concevoir des scénarios de formation contextualisés et significatifs, négocier avec les acteurs, intégrant des problématiques environnementales contemporaines. Deuxième recommandation, déconstruire et dédramatiser les situations professionnelles en classe, en séance de géographie, je veux dire. Troisième recommandation, centrer la formation sur les concepts et leur réseau. Quatrième recommandation, développer une posture réflexive systématique. Les perspectives d'avenir de cette recherche ouvre plusieurs pistes prometteuses. Renforcer l'utilisation de l'atlas paysager comme outil pédagogique et didactique tuniso-tunisien. Étendre l'approche problématisée à d'autres concepts géographiques, par exemple le concept habité, l'habité problématisé. Développer des formations continues intégrant les enjeux paysagers actuels. Donc, je vous remercie de votre attention et reste à votre disposition pour les questions. في البداية مرحبا بكم الناس الكل ونحب نشكر سينور بن حمودة pour son travail et نختار نعمل فرصة كذلك باش نتمنى لكم رمضان كريم. En fait, j'ai
deux petites questions concernant sa présentation. Ce sont deux questions complémentaires. Tout d'abord, avez-vous mené des entretiens auprès des établissements privés dans le cadre de votre étude? Ou bien, si ce n'est pas le cas, et selon votre expérience, avez-vous observé des différences significatives dans l'approche pédagogique entre en fait, les établissements privés et publics concernant la problématisation du paysage en géographie? Et merci. Alors, sincèrement, j'ai pas fréquenté des établissements privés dans un but de recherche. Donc, mais ça me donne des idées. Ça me donne des idées, d'autant plus qu'il y a différentes sortes d'établissements privés. Donc, il y a des établissements privés qui instaurent le programme tunisien. Et puis, il y a d'autres établissements privés qui pratiquent le programme français. Ce sont des établissements privés homologués pour pratiquer le programme français. Donc, oui, c'est une piste de recherche. C'est une piste de recherche de faire cette approche comparative entre établissements privés et établissements publics. Si tu permets, sinon, moi aussi, je rebondis sur la question de Ibrahim. Oui. Je pense que nous sommes à un stade dans Tunisie où nous avons besoin d'une véritable révolution de l'enseignement et de l'éducation. Pas le simple remaniement. Et je pense que ce n'est plus un tabou de parler du privé. Hein, oui. Et pourquoi s'inspirer de certaines pratiques, certaines choses qui pourraient aider, parce que nous savons bien qu'on ne dit pas que ceux qui pratiquent dans le privé, dans nos écoles primaires, sont essentiellement des enseignements dans l'étatique, qu'ils soient en exercice ou à la retraite, mais finalement le potentiel, il est le même. Donc pourquoi ce gouffre qui ne cesse de s'approfondir entre le privé et l'étatique? Donc il est temps de faire une véritable révolution pour sauver notre école publique, dont nous sommes tous et toutes, dans cette génération, nous sommes ressortissants. سي حمودة، سي نور، سي خالد، مرحبا. استمعت المحاضرة نتاعك وأشكرك على ما جاء فيها إذا من نتائج. استعملت في كلامك اليوم في مداخلتك اليوم مصطلح المشهد. ذكرت معناها المصطلح بيزاج، ولكن الفكرة ولو وجيزة على برامج التعليم الابتدائي، لأن كتب التعليم الابتدائي يستعملون مصطلح المنظر وليس المشهد. يستعملوا في الاثنين يا سي خالد. معناها في كتاب السنة الخامسة مثلا يكتبوا عنوان الدرس المشهد الحضري. معناها موجود هذا، فهمتني؟ وصحيح فما في بعض الكتب القديمة فما مصطلح المنظر موجود مصطلح المنظر، لكن الغالب اللي نشوف فيه اللي موجود معناها في الكتب المدرسية الحالية هم يحطوا المشهد الطبيعي، المشهد الحضري، المشهد الريفي. معناها الطاغي هو مصطلح المشهد، وهو مخلق الكونفيزيون هذه معناها عند الزملاء المدرسين في الابتدائي. une certaine confusion conceptuelle entre le support didactique et entre le paysage. هذا اللي خرجت به معناها الدراسة كنتائج. Est-ce que vous avez consulté les travaux de Bertrand qui datent des années 60 du siècle dernier? سامحني عاود لي. Est-ce que vous avez consulté les travaux de Bertrand? Bertrand, donc, c'est un géographe français qui a beaucoup travaillé sur le concept de paysage. Donc, oui. Ces travaux datent des années 60 du siècle dernier. Oui, je suppose que j'ai
que j'ai ces références dans ma bibliographie. Donc, bon, je vais vérifier tout à l'heure, mais d'ailleurs, la thèse, elle est publiée en ligne, hein. Elle est consultable en ligne. Le manuscrit, il est consultable en ligne. Je vais vous fournir le lien si vous voulez. Ah, c'est parfait. C'est parfait d'ajouter le lien pour l'accès direct à la thèse. انا ضروري كذلك سي نور انك تترجمها الاطروحه نتاعك، خاطر هي موجهه لزملائنا في التعليم الثانوي الابتدائي اساسا واخذي القرار معناها، وحسب رايي ان الترجمه العربيه تكون مفيده اكثر. صحيح لكن يتعذر اني باش نترجم تقريبا 700 صفحه، اما نجم نخرجوا منها معناها فوالا هذا هو مقالات والا حاجه صغيره معناها تلخصها، اما هي معناها بكلها باش تترجمها معناها سي عمل مضني جدا. عمل مضني جدا. نور انا نقترح عليك باش تعمل مختصر من الاطروحه في حدود 50 70 صفحه مثلا، والمخبر يتكفل بالطباعه نتاعها وترويج نتاعها، ونبعثوها لاصحاب القرار من وزارات ومؤسسات، وتاخذ الدعم نتاع المخبر، سواء تنجم تعملها بالفرنسويه والمخبر نجم يعاونك يساعدك لترجمتها على ان تشوفوا مترجم ترجموها، وكذلك للتكفل بمصاريف الطباعه. باهي سيدي، ندعم المخبر يعني دعوه مفتوحه، وكان هكا نتفقوا في الصيغه، والمخبر مجعول هذا هو لتسهيل نشر الابحاث، ويكون من المفيد جدا ان يكون هناك مختصر يكون مفيد لك انت مش احمد اسد، ويكون مفيد للمستعملين، لانه الناس ما يعرفش يقراوا اطروحه كامله. لا اكيد نجم تعملها بالفرنسويه، ونجموا تكون اون بيلانج ولا ننشروها بالعربيه. دعوه مفتوحه لك. به سي بيان نوتي، مشكور، سي بيان نوتي. سي نعمان هزيدو، سي نعمان. Merci encore une fois, Sinour, pour cette présentation très pédagogique, très claire. Moi, je connais l'essentiel des résultats ayant suivi de très près ton travail. Mais à l'issue de ta présentation, j'ai peut-être une petite, disons, réflexion à formuler. Oui. Je parle sous le contrôle de Si Ahmed Boujara, que je salue, qui est parmi nous. Si Ahmed. الميكرو نتاعو مسكر. J'aurais souhaité qu'il. شرفنا بحضور سيد احمد معنا. Peut-être il a. Si Ahmed, en tout cas, s'il nous écoute. سي نعمان كان تسمح معنا سي سليماني، سي مالك سليماني اللي هو تسمع فيا توا. سي احمد مرحبا بك. وي صباح الخير الناس الكل. صباح الخير. صباح النور. وي je suis dès le départ, donc je vous suis. Merci beaucoup Sid Ahmed, مرحبا بك. J'ai dit donc une petite réflexion. Je me rappelle, صلحني سي احمد si je me trompe, c'était vers la fin des années 90, début des années 2000 peut-être. Les collègues de Sousse avaient organisé un colloque sur la posture de la géographie tunisienne. Oui. Et donc, je crois que après presque 25 ans de décalage chronologique maintenant, on doit réfléchir ensemble à organiser une manifestation sous une forme ou une autre pour justement aborder l'ensemble de ces questions. Quel est le positionnement actuel et futur de notre discipline par rapport à l'ensemble de ces évolutions, à commencer par l'ensemble des réformes qui s'imposent dès le primaire. Je suis vraiment ahuri d'apprendre que le manuel scolaire n'a pas été revu depuis 2003. Ça fait plus que 20 ans. On tourne avec le même manuel scolaire. C'est vraiment honteux, pour dire les choses comme elles sont. Sachant
que les concepts, les paradigmes, tout ça, ça évolue d'une manière très rapide, y compris en ce qui concerne le paysage, mais pas que le concept de paysage. On travaille sur des thématiques d'actualité qui sont très dynamiques, très mobiles. Je me demande où sont des problématiques comme par exemple le changement climatique, la question des risques naturels, etc., dans nos manuels. Et donc, il faut vraiment saisir cette occasion de réforme scolaire qui est programmée et qui tarde à venir finalement pour essayer de revoir beaucoup de choses. Notre façon d'enseigner la géographie. Dans le supérieur, j'estime qu'on est plus ou moins au diapason de ce qui se fait ailleurs, mais je crains qu'au niveau du secondaire et surtout au niveau du primaire, les collègues peut-être ou nos élèves sont en train de rater beaucoup de choses. Voilà. On réfléchira ensemble sur le cadre dans lequel on peut mener cette réflexion. L'AGT, éventuellement, je crois qu'elle est la mieux placée. Et c'est Ahmed, on en parle depuis plusieurs années, mais il est peut-être grand temps pour qu'on passe à l'action et programmer une manifestation avec, à l'issue, des recommandations qu'on portera aux acteurs concernés, en particulier nos ministères de tutelle, en l'occurrence le ministère de l'Enseignement supérieur et surtout aussi le ministère de l'Éducation nationale. Voilà, c'était juste une petite réflexion. Merci. Encore merci, Noura. Merci à vous. معنا سليمان السلماني زاد مختص في علوم التربية. نرحبوا به. Merci. شكرا سي الحبيب. Merci Sionour. En fait, j'ai regardé la thèse. Comme c'est déjà signalé, elle est publiée en ligne. Oui. Et ce que vraiment j'ai remarqué, c'est cette articulation entre des cadres conceptuels comme la didactique disciplinaire, la didactique professionnelle. Il y a aussi, Sionour a parlé du champ conceptuel avec la problématisation. Et vraiment, cette articulation, ça nécessite peut-être un document qui résume et qui peut être publié en arabe. C'est intéressant pour la formation des enseignants primaires sur les questions environnementales et sur la géographie. Donc, en fait, le cadre conceptuel, le cadre théorique, vraiment les composites et ça demande donc peut-être un document qui résume donc cette thèse. Ça sera intéressant pour la formation des enseignants, peut-être pour former surtout les enseignants du primaire, en fait aussi pour le secondaire. Je ne sais pas, Sionour, est-ce qu'il a fait recours aux travaux de Vergniaud-Ménard sur la didactique du paysage, non? Certainement. Bon, j'ai oublié, mais c'était pas vraiment mon cadre de référence. Il y avait d'autres cadres de référence, mais certainement j'ai balayé tout ce qui a été dit sur le paysage. D'accord, merci. Je vous en prie. Mais encore une fois, donc, je remercie tous les participants. Je réitère mes remerciements à Sionour Ben Hamouda. Avant de clore, c'est Habib. Oui. On va entendre Ahmed quand même. Non, avant de clore, puisque ça tombe à pic, disaient d'autres amis. En fait, par rapport au séminaire, donc au colloque organisé par le département de géographie en 2001. Donc, 2001, 2003, ça fait uniquement 2 ans. C'était posture intellectuelle pour une nouvelle géographie tunisienne.
Et je pense que la géographie tunisienne, elle est réellement comment dire, le mot adéquat. Le mot adéquat pour caractériser l'état actuel. Au fait, qu'il y ait cette thèse qui porte sur la didactique de la géographie à travers ce thème relatif au paysage, qui est un thème, en fait, un thème fédérateur. Donc, je tiens à réellement féliciter le candidat, et j'avais en tête une idée que Senour Benhamouda était encore plus jeune pour aller un peu plus de l'avant, et quand j'ai appris qu'il est déjà à la retraite, je pense qu'il y a un devoir donc, pour aller vers ce lien entre les différents niveaux de l'enseignement, surtout que je comprends actuellement. Et il a le temps aussi, c'est d'accord. Et il a le temps aussi, je suppose. Oui, donc, et donc, il doit être réellement être non seulement encouragé, je dirais trouver les appuis parmi les géographes en activité et parmi nos plus jeunes géographes pour que la géographie soit dans un autre état, parce que quand on voit nos étudiants par rapport à ce contenu qui ne s'est pas renouvelé depuis 2003, je comprends le décalage que nous observons actuellement. Je vous assure, je suis en train de ranger donc, ma bibliothèque, et tout ce que j'ai pu produire dans le contenu des cours, des comptes rendus de sortie, des terrains avec les étudiants, entre nos étudiants des années 2000 et nos étudiants actuels. Quand je lis le compte rendu, je vois réellement une rupture pratiquement à tous les niveaux, dans la formation géographique de nos étudiants. J'espère que l'occasion est réelle pour faire de la géographie à partir du primaire, à partir de ces thèmes fédérateurs, quelque chose qui peut donner aux plus jeunes, je dis aux plus jeunes au sens réel, c'est-à-dire à partir de l'école primaire, cette possibilité d'être dans le quotidien du vécu à toutes les échelles spatiales, puisque cette notion d'échelle a été donc relevée par le docteur Nour Benhamouda, et comme difficulté qu'on peut voir également chez pas seulement les élèves, les enseignants, les étudiants en master ont des difficultés réelles pour approcher ces concepts d'échelle spatiale, ce qui est réellement grave au niveau des acquis de nos élèves et des apprenants. Donc, je tiens à ce que c'est Habib, dans le cadre du BICAD, également c'est Fahri, c'est Khaled, de coordonner pour que des efforts soient déployés pour l'éventualité, pour commencer, d'engager peut-être au concret une manifestation scientifique sur donc posture pour des nouvelles postures, au moins pour aller discuter et débattre de ceci très prochainement. Merci. Sidi Ahmed, merci beaucoup pour cette suggestion. Et personnellement, je propose
La géographie elle est en difficulté. نقولوا احنا ما فيها باس لو كان نجمعوا طاقاتنا عن les départements de géographie, les laboratoires. On peut combiner une action commune, une journée d'études. Et l'association, Slamid. Et l'association, bien évidemment. Donc, on peut faire quelque chose, on peut passer à l'action. Ça fait, depuis quelques années, on a promis ça. L'enseignement de la géographie aux différents niveaux, au primaire, au secondaire et au supérieur aussi. Donc, on a besoin d'une réflexion et de décision. Mais, s'il n'y a pas d'autres interventions, je me permets donc de réitérer mes remerciements à tout le monde. Et je vous rappelle que cette présentation, cette rencontre scientifique entre dans le cadre d'une série de rencontres qu'on a planifiées pour présenter certains documents originaux ou bien pour présenter des travaux soutenus ou bien publiés. Dans le calendrier, on a encore plusieurs thèses à présenter. On aura la thèse d'Abdeltif Majbri, de Kamal Nasraoui, de Ghada Abdeslam, de Sabah Sghair, de Maleh Hliwi, Khawla Zitouni, Malek Bourgou, Wafa Nasrallah, Fouad Aliya. Et la liste elle est ouverte. Donc, j'attends toujours vos réactions. Et je vous propose que dans 15 jours, on revient au calendrier des mercredis, si vous voulez. Je pense que في رمضان توا on peut faire 2 rencontres encore. نجموا نعملوهم شنو الوقت اللي يناسب لي mercredi après-midi à 13h مثلا, de 13h à 14h. En tout cas, comme d'habitude, donc je pense que on a la chance que ces rencontres seront comme celle d'aujourd'hui et comme celle la dernière, sont enregistrés et tout le monde peut les consulter à tout moment. Donc, c'est une manière de pérenniser nos rencontres scientifiques. Et je vous remercie. Et je remercie aussi Amr Bahba, aussi Ibrahim Jaziri, de nous avoir facilité l'enregistrement pour mettre à la disposition du public l'enregistrement de cette rencontre. Et merci encore au Cheikh Taïb. À la prochaine. Merci à vous. Merci. Merci. À la prochaine. شكرا. شكرا.